Et ensuite, voilà, on va balancer sur le thème. Et ensuite, tu poses des questions vaches. Voilà, exactement, exactement. Mais je sais que tu vas t'en sortir. Oh, j'ai pas beaucoup de soucis. Ah, mais si tu as pu t'en sortir sur France 24, tu vas t'en sortir avec moi. Mais en tout cas, je te remercie Bertrand d'être venu. Nouvelle saison avec de meilleurs micros. Parce que la dernière fois, la dernière saison, ça résonnait un petit peu. Ah bon? Ouais. Et moi, je voulais que tu viennes pour inaugurer cette deuxième saison. Parce que une actualité qui est riche au niveau international. On a changé complètement de paradigme au niveau des relations internationales. Et dans tout cela, on a eu le président qui a fait un discours aux ambassadeurs il y a quelques semaines de cela. Juste pour te présenter, donc tu as été ancien ambassadeur de France, notamment en Arabie Saoudite et au Qatar. Tu as été jusqu'à 2019 conseiller diplomatique du gouvernement et maintenant tu es senior advisor, pardon, du groupe Adit. En charge des pays du Golfe, essentiellement. Enfin, du Moyen-Orient, mais des pays du Golfe en particulier. Ouais, mais du coup, toi, de toute façon, même si tu n'es plus au Quai d'Orsay, tu restes quand même quelqu'un qui t'intéresse aux relations internationales, à ce que fait la France. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut retenir du dernier discours aux ambassadeurs d'Emmanuel Macron ? L'objectif du discours du président est très clair. Il voulait faire un discours très volontariste, à la fois pour répondre à l'inquiétude des Français qui disent on est un peu défaitiste, le pays est en train de se déclasser, tout va mal, etc. Et donc, il voulait pouvoir répondre à cette question-là en disant non, ce n'est pas le cas. La France a des atouts, que ce soit le fait qu'elle soit membre permanent du Conseil de sécurité, que nous ayons l'atout de la francophonie, que nous ayons des pôles d'excellence, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan touristique ou sur le plan même de la technologie, que nous ayons une diplomatie active, enfin, etc., etc. Il a voulu rappeler finalement les atouts que la France conserve. Et il a tenu à dire ce qui compte, pas de défaitisme, et au contraire, il faut du volontarisme, il faut de l'action. Et quand il parle d'action, il dit il y a deux choses. Il y a ce qui est normal, c'est contribuer au rayonnement de la France, un peu dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, culturel, défense, etc. Et deuxièmement, tout faire pour essayer de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que tu disais en introduction, le monde change rapidement, avec une nouvelle donne qui ne ressemble pas beaucoup à l'ancienne. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et pour pouvoir réussir cette adaptation, selon le président, c'est par l'Europe que les choses doivent se faire. Donc, c'était le message général, avec juste deux points que je rajoute. Le premier, c'était un discours ferme à l'égard de Poutine, ce qui me paraît d'ailleurs justifié. Et en revanche, un message un peu maladroit à l'égard des dirigeants d'Afrique. Et ça a été en tout cas perçu comme tel très, très clairement. Donc c'est vraiment ça, moi, que je retiens de ce que le président a pu dire lors de la conférence des ambassadeurs. D'accord, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la diplomatie française est adaptée à l'évolution des relations internationales ? Alors, elle essaye de le faire. Donc elle n'est pas adaptée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais si vous voulez, encore une fois, il y a plusieurs éléments. On l'a dit, la France est un pays qui a des atouts. Ça, c'est vrai, et je viens de les citer. En revanche, elle est aussi dans une situation économique et politique qui est fragile et qui, il faut le reconnaître, porte atteinte à sa crédibilité. On ne peut pas le nier, c'est comme ça que c'est perçu à l'extérieur. Ceci ne veut pas dire qu'étant donné cette situation, il n'y a rien à faire. Au contraire, ça signifie, et c'est pour ça que le message est un message de volontarisme, il faut au contraire essayer de tout faire pour contribuer au rayonnement de la France. Alors, il a cité, par exemple, évidemment, les Jeux Olympiques, il a cité une diplomatie active. Bon, je reviendrai sur différents thèmes. Et puis, de toute façon, puisque le monde est en train de changer, qu'aujourd'hui, il y a un peu une fragmentation de la mondialisation et qu'on voit apparaître en réalité de véritables blocs. Enfin, ce n'est plus exactement ce que nous avons connu autrefois. Et donc, pour un pays comme la France,
Eh bien, l'avenir, c'est très clairement d'être un des leaders du bloc européen, ce qui signifie donc reprendre la construction européenne, assurer de plus en plus son autonomie stratégique, à la fois vis-à-vis des États-Unis et naturellement vis-à-vis de la Chine, et donc essayer d'éviter de se retrouver dans un nouveau monde bipolaire qui n'est pas le nôtre, Ouais. et au contraire, essayer de se battre pour le multilatéralisme, pour la démocratie, alors qu'on voit une montée en puissance des régimes autoritaires. Et ça signifie effectivement donc tout faire pour essayer que la France continue à jouer un rôle actif et que sur le plan européen, elle puisse aboutir à une véritable autonomie stratégique. Bon, c'est ça, grosso modo, ouais. les objectifs tels qu'ils sont cités. Ouais. Je me rappelle quand on avait préparé cette émission, je t'avais posé la question, écoute Bertrand, si tu es demain ministre des Affaires étrangères, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu conseillerais au président de la République? Et tu m'avais dit, moi, je pense qu'il faudrait se concentrer sur 3 zones. L'Union européenne, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc ce que je te propose, c'est que sur ces prochaines minutes, on fasse un peu le point sur l'Union européenne, ensuite l'Afrique, et on termine par le Moyen-Orient. Je voudrais quand même juste rajouter un point, tout à fait d'accord. Enfin, ce sont effectivement pour moi les 3 zones prioritaires, mais 2 choses. La première, c'est qu'il faut d'abord recommencer à essayer de régler notre situation intérieure. D'accord. Parce que je reviens là-dessus, alors c'est pas le métier du ministre des Affaires étrangères, puisque on me demande de me mettre dans cette situation. Oui, monsieur le ministre. Mais ça signifie qu'effectivement, on a un crédit international, que lorsqu'on a une économie puissante, des moyens de défense, etc. Donc il faut quand même d'abord rétablir la situation intérieure. Je vais être taquin. Du coup, on n'a plus la crédibilité. Non, comment on peut rayonner si on n'a plus la crédibilité? Non, je ne dis pas qu'on ne l'ait pas. Je dis simplement que nous avons perdu en crédibilité à cause de cette situation politique et économique intérieure. Et donc, l'élément essentiel pour pouvoir jouer un rôle, c'est déjà de rétablir à la fois une stabilité intérieure et puis, sur le plan économique, retrouver des muscles également. Et alors, ensuite, nous avons des priorités qui sont les 3 que tu as citées. Je dirais juste un mot sur l'Indo-Pacifique, parce que je sais que c'est un peu aussi la tarte à la crème. La France est un pays qui a des territoires dans l'Indo-Pacifique, qui a donc des intérêts dans cette région, mais nous ne sommes pas une grande puissance de l'Indo-Pacifique, contrairement à ce que certains disent. Bon. Et donc, si tu veux, moi j'estime qu'on doit bien entendu jouer avec un certain nombre de partenaires, et des partenaires par exemple en Asie également, avec l'Inde à l'évidence, avec l'Indonésie, et même ailleurs au Brésil également. Mais cela étant, les 3 zones où nous avons encore un poids significatif, ça reste quand même l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Bon, on va commencer sur l'Europe, l'Union européenne. Dans le discours aux ambassadeurs d'Emmanuel Macron, il y avait une vraie partie développée qui est sur l'Union européenne. On le voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur ce sujet. Il a avant tout axé sur la nécessité d'accélérer les échanges économiques, l'intégration économique de l'Union européenne. Mais je ne veux pas t'interroger sur ça, je vais plutôt t'interroger sur la partie stratégique, avec une question qui est très simple, compte tenu de l'actualité. Trump ne veut plus financer l'OTAN, n'a pas envie de s'engager avec l'OTAN. Est-ce que nous, Français, Européens, on peut se défendre nous-mêmes, sans les Américains? Non, alors la question, pour le moment, la réponse est non. Ne nous faisons pas d'illusions. Et aujourd'hui, étant donné ce qu'est la menace russe, il ne faut pas la sous-estimer. Bon. Et donc, effectivement, face à la menace russe, il n'y a aucun doute sur le fait que la sécurité européenne repose d'abord sur l'OTAN. Bon. Donc, je veux dire, ceux qui parlent de vivre sans l'OTAN se font beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que pour une période, à mon avis, encore importante, le temps que les Européens renforcent le pilier européen de l'Alliance, il y aura à terme un rééquilibrage entre les Européens et les Américains au sein de l'Alliance Atlantique, ne fût-ce que, comme tu l'as dit, parce que le président Trump estime que la priorité des États-Unis, c'est naturellement la compétition avec la Chine, et donc que les États-Unis, très naturellement, doivent pouvoir se désengager, que ce soit d'Europe ou du Moyen-Orient, enfin on va y venir, c'est-à-dire s'appuyer sur des alliés qui sont capables eux-mêmes d'assurer quand même largement leur sécurité. Mais alors, est-ce qu'on est vraiment alliés des États-Unis, de Trump?
Alors, on est allié des États-Unis. Le président Trump, il n'est pas éternel comme aucun de nos dirigeants. Il y a une question sous-jacente, c'est est-ce que le Trumpisme n'est pas quelque chose qui est devenu structurel et non pas conjoncturel? Il y a aux États-Unis même, c'est clair, à la fois un mélange de nationalisme fort aujourd'hui et en même temps de volonté de défendre leurs intérêts. Enfin, c'est un peu la doctrine Trump de mettre US first, mais c'est un phénomène qui peut-être malheureusement est devenu général. On entend également, nos amis saoudiens disent Saudi first, la Russie ne raisonne que comme ça, Erdogan aussi, la Chine également. Donc on est rentré dans un monde où effectivement, alors que la norme internationale autrefois, c'était justement la règle pour tout le monde, aujourd'hui, il faut le reconnaître, on voit d'abord la résurrection d'un certain nombre d'impérialismes. Alors, on a l'impérialisme russe qui est évident, comme on le voit en Ukraine ou ailleurs. Il y a l'impérialisme chinois, on le voit auprès de Taïwan, en Chine du Sud. Il y a l'impérialisme iranien, on a vu leur tentative d'avoir une influence sur tout l'ensemble du Moyen-Orient. L'impérialisme turc, également dans toute la zone, et on l'a vu en Azerbaïdjan et ailleurs. Et maintenant, un impérialisme américain, qui effectivement, où on parle du Canada, du Groenland, de Panama, etc. Mais je vais être taquin. Oui. L'impérialisme occidental a existé, d'une part, et d'autre part, l'impérialisme américain, il a toujours existé. Oui, non, mais il a existé. Sauf que, je vais compléter ce que je dis, c'est que après la chute de l'URSS, les États-Unis sont devenus hégémoniques. Donc il y avait un seul impérialisme. Les États-Unis maîtrisaient le monde et jusqu'à 2005, jusqu'à aujourd'hui, ils maîtrisaient le monde notamment économique, par les sanctions, par le système SWIFT et tout. Est-ce qu'en réalité, on a voulu nous cacher que voilà, maintenant on peut vivre dans un monde sans force, dans un monde sans puissance? En réalité, le monde sera toujours un monde de guerre, de rapport de force, et que en réalité, c'est normal de voir des impérialismes, différents impérialismes. C'est pas la nature même des choses d'avoir différents impérialismes au lieu d'un seul qui est non, les États-Unis. Oui et non. Non, ce qu'il y a simplement, il faut reconnaître qu'il y a eu toute une période où en réalité le monde occidental, de façon générale, avait une forme de monopole de la gestion de la scène internationale. Les normes étaient internationales, le Conseil de sécurité tel qu'il est représente largement les équilibres de l'après-guerre, c'est-à-dire un monde où les États-Unis représentaient la moitié du PIB mondial et l'Europe plus du quart qui reste. Bon, donc il restait peu de choses pour les autres, si je peux dire. Aujourd'hui, il y a effectivement une évolution qui est évidente. Il y a l'émergence de nouvelles puissances et il est donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu dur pour les Occidentaux de sentir qu'ils n'ont plus le monopole, ça c'est vrai, mais il y a une volonté du Sud de se faire mieux entendre et qui est parfaitement légitime. Je veux dire, on ne peut pas leur reprocher, il y a de nouveaux équilibres. Et comme aujourd'hui le Conseil de sécurité est bloqué du fait du droit de veto, eh bien, on voit des structures parallèles se créer, comme l'organisation de Shanghai, les BRICS, les ceci, les cela, c'est-à-dire une organisation un peu parallèle à côté. Donc, on est dans cette situation où il y a toujours une norme internationale, mais elle est bloquée. Et on voit maintenant monter justement les ambitions, notamment de certains anciens empires, avec simplement un problème, c'est qu'ils en reviennent à la loi de la jungle. Alors, tu as raison quand tu dis qu'il y a toujours eu des rapports de force, et in fine, c'est quand même les rapports de force qui dictent la politique. Néanmoins, il y avait l'acceptation d'une certaine norme internationale, le respect des frontières internationales, etc., qui aujourd'hui n'a plus l'air d'avoir cours. Il suffit de voir la façon dont M. Poutine traite, que ce soit la Géorgie, l'Ukraine ou d'autres de ses voisins. Et il suffit de voir les pressions de la Chine sur Taïwan ou même sur ses voisins en mer de Chine du Sud. On voit maintenant ce que le président Trump dit à l'égard de ses premiers voisins. Donc on a l'impression que finalement, ce qui était une norme acceptée par tout le monde, aujourd'hui elle est contestée. Bon. C'est-à-dire qu'on en revient à une espèce de loi de la jungle. Alors il y a toujours eu des rapports de force, c'est vrai, mais il y avait le respect d'une certaine norme. Aujourd'hui, c'est l'air d'être de moins en moins le cas. Du coup, et c'est là que je voulais revenir, là, ce qu'on appelle la mondialisation se fragmente. On voit donc des blocs qui se créent, de facto. Et pour un pays comme la France, il est clair que la seule façon qu'elle ait de pouvoir peser
dans cette nouvelle donne internationale, c'est d'essayer d'être un des leaders du pôle, Union du bloc Union européenne. Ça me paraît absolument évident. Seule, elle ne pourrait pas le faire, donc ça ne peut être que dans ce cadre-là. Mais sur le plan de la sécurité, Oui, nous n'y sommes pas encore, parce que l'Union européenne est un géant économique. oui, Politiquement, elle est malheureusement encore trop divisée. oui, Et sur le plan de la sécurité, pendant trop d'années, on a cru au mythe de la paix éternelle, oui, alors que ce n'est pas le cas. Donc tous nos budgets de la défense se sont réduits oui. au minimum. Et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, c'était une forme de naïveté. On a été très naïf. On a été naïf sur le plan de la sécurité et on a été naïf même sur le plan du commerce avec la Chine. Bon, Oui. aujourd'hui, donc, il faut que l'Europe se ressaisisse, c'est-à-dire que sans inhibition et sans naïveté, elle ne soit ni un jouet entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire qu'elle défende ses intérêts propres. Cela étant, nous avons des rapports avec les États-Unis qui sont des rapports d'alliance que nous n'avons pas avec la Chine. Donc il faut aussi distinguer, on ne met pas sur le même plan des partenaires avec lesquels nous n'avons pas les mêmes relations. Du coup, tu es en train de me dire, pendant 4 ans, on va souffrir, puis les États-Unis vont revenir, la vraie identité américaine va revenir et on pourra construire et à nouveau refaire confiance aux Américains pour avoir derrière une Union européenne qui peut se défendre par elle-même. Non, je pense que c'est un phénomène qui est progressif. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, il y a un trend général qui fait que les États-Unis ne veulent plus, et c'est vrai dans leur opinion publique, hein, même au-delà de M. Trump, ne veulent plus se battre, faire les gendarmes de la planète. Oui. C'est terminé. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se désengagent totalement. On vient de le voir, par exemple, au Moyen-Orient, où tout le monde disait les États-Unis se désengagent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on en revient aux équilibres du Moyen-Orient, eh bien, tout le monde ne regarde qu'une chose, c'est ce que sera la politique de M. Trump. Bon, ce qui montre bien que le désengagement, il est relatif. Bon, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut que les Européens prennent conscience qu'ils ne peuvent pas tabler sur une protection éternelle et complète et inconditionnelle des États-Unis. Il faut qu'ils assument de plus en plus leurs responsabilités. Moi, je ne crois pas aux révolutions, je ne crois qu'aux réformes. Donc, ça veut dire que progressivement, il faut développer le pilier européen de l'Alliance en conservant ce lien stratégique qui est important entre les États-Unis et l'Europe, parce que face à la menace russe, nous avons toujours besoin du nucléaire américain. Alors, nous avons la chance en France d'avoir le nôtre, mais nos autres partenaires ne sont pas du tout dans cette situation. Et donc, on ne fera pas une Europe si la plupart de nos partenaires disent « oui, mais face à la menace nucléaire russe, on a besoin de la menace nucléaire américaine », ce qui est un fait. Mais est-ce qu'on peut croire à une intégration stratégique militaire européenne à partir du moment où les pays européens n'achètent pas européens et achètent américains? Non, tu as raison, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que le président Trump considère qu'à partir du moment où les Européens font un effort de défense, ça signifie aussi, dans son esprit, qu'ils vont acheter américain, ouais. évidemment. Bon. Ouais. Nous, justement, c'est bien la différence. Nous pensons que la première des choses, quand on veut développer le pilier européen de l'Alliance, c'est notamment développer l'Europe de l'armement. Bon. Tout à fait. Et c'est là où nous allons avoir, et c'est pour ça que nous rentrons, alors heureusement ou malheureusement, mais c'est un fait, dans une relation qui est plus transactionnelle. Ouais. Mais c'est ce que veut le président Trump. Apprenons à devenir, nous aussi, transactionnels. Nous avons également des cartes à faire jouer. Et donc, dans le type d'accord ou de nouvel équilibre qu'il y aura entre les partenaires de l'Alliance Atlantique, eh bien, la question de l'armement sera un véritable sujet où nous devons affirmer une forme de préférence européenne. Ça, c'est clair. Notamment pour faire face. Alors, toi, tu penses... Alors, je dis, toi, tu penses, parce que... Parce que toi, tu ne penses pas. Moi, mon avis, je ne vais pas le donner. Mais je vais présenter plutôt les différentes opinions. Ouais. Certains disent que la Russie est un ennemi, est un adversaire coriace. D'autres pensent que la Russie n'est pas un adversaire coriace, n'est pas un ennemi, mais qu'il faut plutôt le traiter comme partenaire. Dans tous les cas, la Russie nous concurrence en Afrique. Ça me permet du coup de faire la transition avec l'Afrique et notamment l'Afrique francophone. Moi, je veux circonscrire notre échange maintenant sur l'Afrique francophone. Deux parties, le Maghreb
Et quelques pays... Tout à fait d'accord. Alors, terminons juste sur la Russie, puisque tu dis il y a différentes options. Bon, eh bien, la Russie n'est pas un ennemi. La Russie est une menace pour le moment, avec le régime qu'elle a actuellement. D'accord. Ça ne veut pas dire que ça soit éternel, grâce à Dieu non. Et ça signifie qu'effectivement, il faudra qu'on trouve un nouveau modus vivendi avec la Russie, mais certainement pas en acceptant ces conditions. L'impérialisme russe en Europe, nous n'en voulons pas. Et nous ferons le nécessaire pour éviter que ça n'arrive. Mais cela étant, la Russie n'est pas un ennemi. C'est une magnifique civilisation, une magnifique culture. Ce sont des Européens là dans une large partie. Et donc, nous devrons trouver un équilibre avec eux. Mais c'est pas pendant la période où ils sont en plein errement stratégique, où ils se mettent totalement dans la main des Chinois sans se rendre compte que c'est une menace pour eux-mêmes à terme. Eh bien, ça signifie qu'il faut voir les choses dans le temps, avec des étapes. Pour le moment, on est obligé de les contrer. On est obligé de faire en sorte que leurs rêves impériaux ne marchent pas. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des adversaires à terme. Non, non. Il faudra même au contraire trouver un modus vivendi avec eux. Okay. Alors revenons à l'Afrique. Ils ont quand même fait des choses en Afrique, notamment contre les intérêts français. C'est dur. La relation France-Afrique, en 2 mots, a complètement changé. On commence d'abord par les pays du Sahel, ou bien par l'actualité, notamment la relation France-Algérie, ou bien Sénégal, Côte d'Ivoire, par exemple. Non, prenons l'Afrique du Nord et puis l'Afrique subsaharienne, c'est plus simple. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? On manque de diplomatie, on ne sait pas travailler avec la diplomatie algérienne. Alors, ce qui me paraît clair, c'est que le président Macron a voulu, et en soi, ça me paraissait une bonne initiative, essayer justement de vraiment avancer sur la normalisation entre la France et l'Algérie. On sait qu'il y a des litiges historiques, on sait que c'est un sujet qui est émotionnel dans beaucoup de cas, et donc il a voulu effectivement faire en sorte que l'on arrive à nettoyer le passé, à s'asseoir, à se comprendre, à discuter, à coopérer, etc. Bon, les choses malheureusement ne se sont pas passées comme ça. Il y a eu visiblement... Alors, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais enfin, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un accent mis très fort sur le mémoriel et sur la coopération, beaucoup moins. Bon. Alors qu'à mon avis, il fallait une chose est de régler le passé, mais ce qui paraît beaucoup plus important, c'est de travailler ensemble sur l'avenir. Bon. Et ça, on ne l'a pas fait. Bon. Et puis, là-dessus, il y a la question du Sahara occidental, dont on sait que c'est à la fois pour le Maroc une question existentielle et que pour l'Algérie, c'est une question politique majeure. Bon. Eh bien, nous avons pendant très très longtemps joué purement et simplement la carte des Nations Unies. Et puis finalement, on se rend compte que le temps est passé, il y a une réalité qui existe sur le terrain. Et donc aujourd'hui, quand on regarde les solutions possibles, eh bien, celle qui paraît la plus rationnelle à l'évidence, et de plus en plus de pays d'ailleurs s'en rendent compte, c'est effectivement de trouver un statut d'autonomie pour le Sahara occidental dans le cas de marocain. Bon. Alors naturellement, ceci ne plaît pas à Alger, et on le sait très bien. Et donc du coup, il y a eu cette réaction très émotionnelle. Pourquoi ça ne plaît pas à Alger selon toi? Les Algériens ont, je crois, la conception d'un Maghreb où ils sont la puissance centrale, pour ne pas dire la puissance dominante. Bon. Et donc, de fait, ils le sont, la puissance dominante. Enfin, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Le FMI aussi. Oui, non, mais encore une fois, en termes d'équilibre économique, évidemment, étant donné les ressources énergétiques de l'Algérie, c'est évident, qui sont plus puissants que le Maroc. Mais en termes de développement, et aujourd'hui, quand on regarde les succès du développement marocain, on voit bien que le Maroc est en train de devenir une véritable puissance émergente. Assurément, la diplomatie marocaine a, durant ces dernières années, accru son influence, notamment en Afrique. Oui. Assurément. Et le Maroc ne veut pas être considéré comme une puissance secondaire par rapport à l'Algérie.
ce qui Oui. est très compréhensible aussi. Bon. C'est normal. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs une période difficile avec le Maroc quand nous donnions le sentiment de rechercher des solutions avec l'Algérie. Bon, elles n'ont pas donné le résultat que l'on souhaitait. Il y a eu une volonté de part et d'autre à Rabat et à Paris de rétablir ce qui était une relation ancienne, excellente, etc. C'est le cas. Il y a des perspectives de coopération ensemble et en Afrique qui sont tout à fait importantes. Donc, nous jouons le jeu parce que ça nous paraît être l'intérêt tant du Maroc que de nous, que de la relation entre la France et les pays africains. Alors, simplement, ça ne veut pas dire que du coup, même si on sait que c'est une relation qui parfois est passionnelle, je trouve très regrettable que de part et d'autre, on en soit venu à des déclarations publiques, qui sont des déclarations qui ne font finalement qu'aggraver le problème. Je reste persuadé qu'avec l'Algérie, nous avons une relation intime extrêmement forte, à la fois sur le plan humain, sur le plan culturel, et on a des perspectives de coopération économique et autres très fortes. Bon. Et qu'il faudrait, une bonne fois pour toutes, arrêter de faire des déclarations publiques qui ne servent à rien et essayer de s'asseoir discrètement et de gérer les problèmes tels qu'ils sont. Bon. Plutôt que de continuer sur ce type de lancée. Je pense qu'on y parviendra, mais dans les relations internationales, c'est comme parfois les disputes dans les couples, ça peut parfois durer un peu plus longtemps qu'on le souhaite, et il faut éviter par-dessus tout justement les phrases, les formules qui restent et qui ensuite gênent la réconciliation. Je rebondis sur ce que tu dis, sur les phrases qui gênent. Le président Macron, dans son discours aux ambassadeurs, a aussi dit une phrase qui gênait notamment les pays du Sahel. Ouais. Les pays du Sahel, maintenant, ont formé une nouvelle alliance qu'on appelle l'AES, qui vient concurrencer la CEDEAO, notamment. Et il y a de plus en plus d'États africains qui viennent rejoindre l'AES. Il y a une donne qui change, visiblement. Comment on fait pour reparler à ces pays alors qu'on les a pas respectés, notamment lors du dernier discours? Alors, si vous voulez, sur le fond, le président n'a pas tort. Effectivement, si la France n'était pas intervenue, il faut le dire, assurément, le Mali serait tombé. Bon, le Mali serait tombé. Il est possible qu'ailleurs, on ait eu le même phénomène. Bon, parce qu'il s'agit de pays qui sont des pays amis que nous aimons, mais des pays qui sont restés encore relativement faibles dans leur structure. Bon. Donc il était normal, quand on nous demandait d'intervenir, que nous soyons intervenus. Bon. Alors, ce qui est vrai, on n'était pas obligé de rester aussi longtemps. On aurait pu sans doute faire autrement. Bon, ce n'a pas été le cas. Bon, entre-temps, vous avez eu des coups d'État. On ne peut pas dire que la légitimité des nouveaux régimes soit particulièrement assurée. Bon, alors qu'autrefois, c'était des gouvernements issus d'élections. Bon. On reviendra ensuite sur un coup d'État au Moyen-Orient. Oui, non, mais d'accord. Mais en tout cas, dans cette région, c'est clair que nous avons un sentiment d'ingratitude, et qui est exact, mais nous avons notre part de faute, c'est-à-dire qu'il faut le reconnaître que dans beaucoup de cas, la France a donné le sentiment de conserver un comportement un peu paternaliste à l'égard. Et colonialiste? Paternaliste. Je ne dirais pas colonialiste, puisque bon, ça n'a pas de sens Parce que aujourd'hui. tu as beaucoup d'acteurs qui... Le colonialisme, aujourd'hui, il est russe. Hein. Les Russes sont en train de coloniser chacun de ces pays en mettant la main sur leurs richesses. Donc, il y a un colonialisme russe. Moi, je dis, nous avons une attitude paternaliste. C'est pas la même chose. Bon. Mais c'est humiliant. C'est un fait. Et je comprends très bien la réaction, notamment des jeunes. Bon. En revanche, il y a aussi un certain nombre de facteurs qui n'ont pas aidé. Bon. Est-ce qu'on est obligé de conserver un franc CFA qui est perçu comme étant... Très bon sujet. Oui. Très bon sujet. En fait, le franc CFA, pour moi, j'ai envie de le traiter parce que c'est réellement un sujet à part entière. On fait quoi? Comment on se retire financièrement du... Encore une fois, moi, je ne crois pas aux changements radicaux. Je pense qu'il faut faire évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on doit rechercher, c'est vraiment une coopération extrêmement étroite entre l'Union européenne et les pays africains. Bon. Ce qui ne veut pas dire que la France ne jouera pas un rôle très actif dans ce cadre-là.
Ça veut dire effectivement qu'il faudra trouver une formule, parce que, à mon avis, c'est utile également pour les pays africains, qu'il y ait un lien entre cette grande monnaie internationale qu'est l'euro et les pays africains qui le voudront bien. Bon. Mais deuxièmement, ça signifie aussi que l'on doit, à mon avis, supprimer les bases militaires parce qu'elles sont... Alors, elles donnent un sentiment de maintien d'une forme de colonialisme, bon, ce qui n'est pas le cas, mais ça en donne l'apparence, donc il vaut mieux le supprimer et remplacer ça par des arrangements qui sont des facilités navales ou aériennes ou autres réciproques. Enfin bon, ça c'est le type d'arrangement que l'on fait avec toute une série de pays. On peut parfaitement le faire avec ces pays-là. Et puis ça signifie aussi qu'il faut un engagement fort de l'Europe sur les grandes infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, on voit bien ce dont souffre ce pays, enfin ce continent, qui a des richesses considérables, mais il faut reconnaître qu'il y a un manque d'infrastructures évidentes qui fait que même une partie de la production agricole ne peut pas être exportée, qui explique que les liaisons entre les différentes régions ne sont pas assurées, il y a des réseaux électriques, enfin bon, il y a toute une série d'infrastructures qui permettrait de maintenir les populations sur place, mais surtout leur permettre de se développer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont parfaitement formés aujourd'hui, qui peuvent parfaitement encadrer. Encore faut-il justement qu'il y ait les éléments pour ce faire, alors qu'aujourd'hui, justement, le manque d'infrastructures est un des facteurs qui freine le développement de ce continent, qui est un vrai continent d'avenir. Juste pour nuancer tes propos, enfin pas nuancer tes propos, mais nuancer la pensée selon laquelle la France est exclusivement militairement présente en Afrique. Je tiens à dire qu'il y a en Afrique Wagner. Ben oui. Voilà. Les Israéliens y sont aussi. Les Chinois. Les Chinois. Les Américains. Les Américains, bien évidemment. Bien sûr. Et aussi, et ça va me permettre de passer à la troisième partie, les Turcs. Les Turcs. Les Émirats arabes unis aussi. Là, le Moyen-Orient a toujours été considéré comme zone complexe à comprendre. Il y a d'énormes évolutions. La dernière, c'est le changement de régime en Syrie. Il y a eu les accords de libération des otages entre Israël et le Hamas. L'Arabie saoudite qui se veut encore beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est. L'Iran qui est en train d'observer qu'elle a moins de puissance, en tout cas ses proxys ne sont plus présents. Comment assurer une sorte d'équilibre? Comment assurer un équilibre français dans cet Orient complexe qui change et qui parfois est incompris? C'est-à-dire qu'effectivement, cet Orient-là est compliqué, ça, tout le monde en est bien d'accord, mais on voit des évolutions qui se font très rapidement, avec des effets très négatifs, mais également des perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui. Bon. Les effets négatifs, c'est naturellement, bon, d'abord ça a été le pogrom du 7 octobre, qui était évidemment quelque chose d'absolument scandaleux, mais qui a été suivi, si vous voulez, par une réponse totalement disproportionnée, avec un nombre de victimes et de destructions du côté palestinien qui est tout à fait inacceptable. Bon. Cela étant, le résultat des courses est que finalement, aujourd'hui, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, ils sont aujourd'hui affaiblis. Bon. Et alors, avec la disparition du régime, et ça c'est une très très bonne nouvelle, du régime de Bachar el-Assad, qui était un régime criminel, sanguinaire, avec la moitié de la population qui avait filé hors du pays. Je vais être taquin. Est-ce qu'on peut remercier Poutine? Il faut surtout voir qu'il a fait un faux calcul de plus, effectivement, en soutenant Bachar el-Assad. Oui. Donc, effectivement, c'est un échec pour Poutine et on ne peut que s'en féliciter. Bon, alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de faux calcul? Parce que jusqu'à présent, je vais la faire d'une autre manière. Est-ce qu'en réalité, Poutine a décidé de lâcher Bachar et s'entendre avec les rebelles sur place? Pas du tout. Poutine, en tant que dictateur, avait aidé un dictateur qui était Bachar el-Assad, et puis simplement, vu son agression en Ukraine, il n'avait plus les moyens. Il n'avait plus les moyens, tout simplement. S'il est obligé de faire appel à de l'armement iranien, à de la chair à canon nord-coréenne et autres, c'est qu'il y a quand même quelques problèmes. Bon. Donc, ce n'est pas du tout une volonté, c'est que, effectivement, du fait de sa politique aberrante,
eh bien aujourd'hui, la Russie a été incapable de soutenir le chose. Et puis de l'autre côté, parce que le deuxième partenaire du régime Bachar al-Assad était l'Iran, avec l'affaiblissement d'abord de la situation économique désastreuse de l'Iran, avec l'opposition intérieure qui est de plus en plus forte, et avec la perte d'une partie de ces jokers dans la région, c'est-à-dire notamment le Hamas et le Hezbollah, eh bien aujourd'hui, l'Iran, effectivement, n'avait plus les moyens non plus de choses. Du coup, ça modifie complètement la perspective à l'intérieur, ce qui crée une véritable fenêtre d'opportunité. Pour la première fois, je parle d'abord du Liban, on a l'impression qu'effectivement, il y a une lumière au bout du tunnel. Et on le voit. La lumière parce que Bachar n'est plus là. Oui, et puis parce que le Hezbollah est affaibli. C'était une puissance dominante au Liban. Aujourd'hui, il faut tenir compte, dans les nouveaux équilibres au Liban, de la composante chiite. C'est bien naturel. Je veux dire, il faut que ça soit une véritable démocratie où tout le monde soit représenté. Mais il y avait un État dans l'État qui faisait que l'État libanais avait quasiment disparu au profit du Hezbollah. Eh bien, aujourd'hui, avec l'affaiblissement du Hezbollah, nous avons la perspective d'avoir un pouvoir libanais normal qui va pouvoir reconstruire le pays. Et on l'a vu, grâce à l'action de la France et des États-Unis, il y a eu donc même le cessez-le-feu au Sud-Liban. Il y a eu l'élection du président Aoun et la nomination d'un Premier ministre de qualité. Il va y avoir très rapidement, je pense, la constitution d'un gouvernement qui va être en mesure de prendre des mesures salutaires, notamment sur le plan économique, qui permettra justement la renaissance de ce pays. De même qu'en Syrie, avec la disparition du régime de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités, ce ne sont pas des saints, encore une fois, mais simplement, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Quand on regarde que le PIB de la Syrie aujourd'hui représente 10% du PIB de la Syrie en 2010. Bon, ça montre à quel point le pays s'est affaibli. Et donc aujourd'hui, les autorités n'ont pas le choix. Elles savent très bien que pour reconstruire le pays, elles ne le feront qu'avec l'aide internationale, c'est-à-dire des pays du Golfe et notamment de l'Europe. Mais pour que cette aide vienne, il faut qu'elle se comporte bien. C'est-à-dire à la fois qu'il y ait un régime inclusif, que l'on tienne compte des intérêts des différentes communautés, qu'elles soient alaouites, kurdes ou autres, oui. et qu'on s'oriente effectivement vers un régime normal, qu'on retrouve une forme de souveraineté de la Syrie et qu'elle puisse reconstruire là aussi le pays. Et donc, si vous voulez, maintenant que les Iraniens ne sont plus en mesure, à travers l'Irak et la Syrie, d'approvisionner notamment le Hezbollah, le Hamas ou d'autres, eh bien, on est dans une toute nouvelle donne où aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir la reconstruction du Liban et de la Syrie. Maintenant, il va falloir qu'on traite sérieusement la question palestinienne. Parce que le vrai problème, c'est que depuis de nombreuses dizaines d'années, beaucoup de gens ont fait semblant qu'il n'y avait pas de problème palestinien. Mais si, la question palestinienne n'est pas réglée, et si on ne la règle pas de façon équitable et durable, nous aurons tous les quelques années de nouveau 7 octobre. Faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que dans quelques mois, je crois que c'est en juin, que Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman vont se réunir à New York. Oui, c'est à New York. Pour reconnaître l'État de Palestine. Non, la question qui est... Petite question. Deux questions. Est-ce que la France doit reconnaître immédiatement ou bien le plus tôt possible l'État de Palestine? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et de deux, est-ce que tu penses que cette solution, je vais faire d'une autre manière, pardon, à quoi va servir cette réunion France-Arabie Saoudite à New York? Alors, sachant qu'il n'y a pas que ces deux pays. Ce qui va se passer, c'est que le président Trump a dit très clairement que son premier objectif, c'était de parvenir à une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Pourquoi? Pour une raison très simple. Puisque les Américains veulent se désengager, on l'a dit, et d'Europe et du Moyen-Orient, enfin relativement, pas totalement, mais relativement, ils veulent pouvoir s'appuyer sur des alliés. Bon, les alliés des États-Unis, c'est très clairement Israël et les pays du Golfe. Mais le principal pays du Golfe, c'est naturellement l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, après ce qui s'est passé notamment à Gaza, est extrêmement claire. Elle a dit « nous sommes prêts à reconnaître l'État d'Israël, mais dans le cadre de la création d'un État palestinien ».
Lequel? Ce que... Avec quelle frontière? Parce que c'est ça aussi dont il est question. Oui, non, mais ça, ce sera l'élément de la négociation. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, il y a l'initiative arabe de paix qui dit sur la base des frontières de 67. Bon, je D'accord, ne suis pas sûr qu'on y parviendra, mais il faudra une négociation. d'accord. Et là-dessus, il faut s'attendre à une négociation très serrée, précisément, entre le président Trump et le prince héritier saoudien, parce que Trump tient absolument, et les Israéliens également, à obtenir la normalisation, mais pour cela, il faudra qu'il paye un prix. Et on peut faire confiance justement à la diplomatie saoudienne qui a bien appris depuis le début et qui aujourd'hui sait très bien ce qu'est une relation transactionnelle, c'est-à-dire effectivement pouvoir négocier avec carotte et bâton. La carotte, c'est évidemment la reconnaissance d'Israël. Le bâton, c'est le fait qu'entre-temps, C'est l'expulsion. non, mais l'Arabie saoudite s'est rapprochée très sérieusement de la Chine, Oui. coopère sur le plan pétrolier avec la Russie, est maintenant membre de l'organisation de Shanghai, envisage d'intégrer les BRICS, donc montre son autonomie par rapport aux États-Unis. Les États-Unis veulent justement garder cette relation stratégique parce qu'ils veulent une espèce d'alliance entre Israël et les pays du Golfe face à la menace iranienne. Et donc, effectivement, on voit bien les éléments de la négociation qu'il va y avoir entre eux. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que la négociation entre Américains et Saoudiens aboutira justement à un processus contraignant menant à la création d'un État palestinien. Mais pour cela, les Saoudiens auront besoin de nous. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait une initiative franco-saoudienne sur la solution à deux États. Pourquoi? La solution à deux États, si, parce que... Pourquoi on a besoin de la France, en fait? Si, parce que tout simplement... Sachant qu'on pèse non, mais plus comme avant. Non, mais quand vous négociez avec les États-Unis, oui. Eh bien, ça signifie que... Autre question, est-ce que Trump respecte Macron? Il le respecte plus que d'autres. Hein. On sait que, par exemple, il a de mauvaises relations avec les Allemands, oui. qu'il ne considère plus beaucoup les Britanniques. Alors, il a une très bonne relation avec les Italiens. Je pense que les pays d'Europe de l'Est ont cette relation également, auront une bonne relation avec. Mais il sait très bien que les Français sont, et notamment sur les questions du Moyen-Orient, sont le pays européen le plus actif. Bon. Et que nous parlons à tout le monde. Bon. Donc, pour les Saoudiens, le fait qu'il y ait un pays comme la France, et puis il y a d'autres pays européens, il y a l'Espagne, il y a d'autres pays européens qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Donc, je veux dire, c'est un élément dans la négociation, dans les pressions, dans les équilibres, dans les rapports de force, comme tu disais. En tant que rapport de force, comment l'Arabie Saoudite, la France, les pays européens vont convaincre Donald Trump de convaincre Israël d'expulser les colons israéliens qui sont en Cisjordanie, qui, selon eux, n'est pas la Cisjordanie, mais plutôt la Judée-Samarie. Oui. Alors, en réalité, tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'on n'arrivera pas à faire partir tous les colons. Mais ça signifie qu'on pourra faire des arrangements sur la base des frontières de 67, qui inclura du côté israélien certaines des colonies, mais avec, en échange, des territoires aujourd'hui israéliens qui reviendront à l'autorité palestinienne. Bon. Ça, tu y crois à c'est la seule façon. À cet équilibre. Mais c'est la seule façon. Je garde ça, je te donne ça. Dans une négociation. C'est du Trump aussi, c'est du transactionnel. Hein. Oui. Je te donne ça, tu me donnes ça, tel territoire c'est pour toi, tel territoire c'est pour moi. Mais c'est exactement ce que veut faire. C'est un peu de l'impérialisme. Non, mais c'est exactement ce que. Un peu les frontières qu'on a tracées là. Non, mais c'est exactement ce que veut faire Trump, c'est-à-dire des deals, comme il dit. Eh bien, il faudra faire un deal. Il ne faut pas oublier que Netanyahou s'est permis de ne jamais écouter ce que lui racontait le président Biden. Ou Obama. Par contre, il sait très bien qu'avec la personnalité de Trump et le fait, et la dernière guerre a montré à quel point Israël dépendait des États-Unis politiquement et militairement et financièrement, tout à fait. Eh bien, Trump est quelqu'un qui veut un deal. Il veut un deal et il veut une reconnaissance entre l'Arabie Saoudite et Israël. Mais pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait aussi reconnaissance de l'État palestinien. C'est comme ça. Donc, je veux dire, c'est là où il va y avoir... Alors, je ne dis pas que la négociation sera facile. Hein, bon. Mais ça veut dire que Trump a des moyens de pression. Il est le seul à avoir des moyens de pression sur Israël. Et que les Saoudiens ou les Arabes, de façon générale, ont aussi des cartes à jouer là-dedans. Et que les Européens peuvent avoir un rôle, précisément, d'où la très bonne initiative du président Macron de jouer avec les Saoudiens
parce qu'effectivement, les Saoudiens seront l'élément clé dans la négociation avec Trump. Dernière question. Dans Moyen-Orient, c'est large comme région, circonscrire aux pays du Golfe. Est-ce que stratégiquement parlant, se rapprocher de l'Arabie Saoudite, ça veut dire potentiellement s'éloigner des Émirats Arabes Unis? Non, 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 je ne crois pas. Il y a une compétition entre les différents pays du Golfe qui est évidente aujourd'hui. Mais on l'a montré même lorsqu'il y a eu la question de l'embargo du Qatar, eh bien, nous avons parfaitement réussi à ne pas rentrer prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous avons montré qu'on avait l'intention de jouer avec le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, que nous considérions que le CCESG avait un peu pour modèle l'Union européenne et qu'il y avait des intérêts stratégiques entre le CCESG et l'Union européenne. C'est là-dessus qu'on va jouer. C'est le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Voilà. Donc, c'est-à-dire les 6 pays du Golfe. Bon. Le président Macron, on va terminer sur ça, il lui reste 2 ans, 1 an et demi. Est-ce que tu crois qu'en 2 ans, il peut réaliser tout ce dont il a envie? De un. Et deuxième question, de manière la plus objective possible, il nous faudra combien de temps pour retrouver une diplomatie et une puissance, en tout cas une certaine influence dans le monde? Alors, bon, je n'ai pas de boule de cristal sur le plan politique intérieur, donc je ne sais pas du tout, je ne sais pas combien de temps durera le gouvernement actuel, s'il y aura des élections anticipées ou pas. J'avoue, honnêtement, je n'en sais rien, et je pense que personne n'en sait rien non plus. Bon, il y a une volonté dans le pays de sortir de ce marasme et d'essayer de retrouver un minimum de stabilité. Bon, ça prêche plutôt pour trouver certains compromis. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit au début, une diplomatie qui est réussite, une diplomatie qui s'appuie sur une économie forte, une défense forte et un pouvoir politique stable. Bon, alors ça, je n'ai pas la réponse totale sur la question de la stabilité politique. Bon, il y a maintenant une volonté d'essayer de régler le problème de la dette, qui est quand même notre premier problème, parce qu'un État qui est endetté à ce point-là, en général, a un crédit qui est limité. Bon. Mais on a vu qu'il y a d'autres pays européens qui étaient, je pense à l'Espagne en particulier, mais c'est vrai de la Grèce, c'est vrai d'autres pays, mais notamment des pays du Sud d'ailleurs, qui étaient extrêmement endettés, donc que tout le monde appelait les hommes malades. Aujourd'hui, sont ceux qui se portent le mieux. Donc ça veut dire que si on arrive à avoir une politique courageuse pour essayer de régler le problème de la dette et de renforcer notre outil économique, on n'a aucune raison de ne pas penser qu'à un horizon, alors je ne peux pas vous dire 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, nous ne retrouverons pas des couleurs. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. De toute façon, tu es un passionné de l'histoire de France, et on l'a vu dans l'histoire de France, notamment sous les Capétiens, il fut un temps où la force de la France a décru, ensuite a retrouvé force. François Ier a été prisonnier de Charles Quint, on ne s'est pas empêché d'avoir Louis XIV après. Tout à fait. Regardez, en 40, nous étions un pays occupé et humilié. Avec le général de Gaulle, on a retrouvé des couleurs. Tout à fait. Je ne vois pas pourquoi la France, qui est un pays riche, avec des élites et des pôles d'excellence remarquables, tout à fait. Qui a quand même un sens national fort. Je ne vois pas pourquoi la France ne serait pas capable de remonter la pente. Mais je reconnais que nous sommes dans une période difficile. Mais le propre de tout diplomate, c'est de rester optimiste de toute façon. Tout à fait. On va terminer sur ces mots. On va terminer sur ces mots d'optimisme. Absolument. Merci à toi, Bertrand, d'être venu. Écoute, merci Mohamed, c'était un plaisir de discuter. Moi, j'espère que ça sera utile pour nos amis qui nous écoutent. On va le voir. En tout cas, merci à toi d'être venu. Très bien.